Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. » Que l'on parle de neurodiversité ou d'inclusion, notre invitée est intarissable, car elle connaît toutes les complexités sur la question. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait de Mélissa Saint-Louis. Notre invitée fait partie des expertes neurodivergentes qui œuvrent pour la prospérité de notre société. Ingénieuse, persévérante, un peu réservée à première vue, on se laisse envahir par son sourire, sa bonne humeur et une qualité à reconnaître, sa quête des opportunités innovantes et stimulantes. Si on attend toujours le moment parfait pour faire quelque chose, ce moment parfait n'arrive jamais, vraiment. Puis là, on perd des occasions de faire quelque chose qui pourrait changer. Des fois, même si c'est pas toujours parfait, tant qu'on réussit à avoir un impact positif, en quelque part, un petit pas fait toute la différence. En comparatif, j'ai aussi cette... j'ai pas la citation exacte, mais de se dire que tout ce qui mérite d'être fait de façon incomplète ou imparfaite. Parce qu'au moins, tu as fait quelque chose. Fait que oui, c'est toujours un souci de la rigueur et de la qualité, des meilleures pratiques et de tout ça derrière, effectivement. Mais quand on attend d'être parfait, on fait rien. Jamais. La perfection, ça n'existe pas, right? Elle puise son inspiration dans son enfance, marquée par un handicap physique qui a éveillé sa conscience précoce de l'exclusion et de la discrimination. En fait, je le mentionne parce que, tu sais, quand on s'intéresse à l'inclusion puis à la diversité en entreprise, bien, ça vient souvent avec un vécu expérientiel qui vient définir un peu comment est-ce qu'on a été mis face au monde ou face au système qui nous entoure, qui font qu'on peut vivre, tu sais, de l'oppression, qu'on peut vivre de la discrimination. Puis, c'est ça, tu sais, par rapport à ce handicap physique-là qui a beaucoup marqué ma jeunesse, c'est mieux quand même mettre une lumière sur comment je perçois le handicap invisible aujourd'hui, étant quelqu'un qui a vécu un handicap visible quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ça apparaît plus parce que j'ai eu plusieurs procédures chirurgicales qui ont fait que ça a réussi à arranger tout ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est un privilège que j'ai de pouvoir maintenant être rétablie de tout ça. Mais bref, en fait, c'est ça. Quand j'étais jeune, quand j'avais 4 ans, ils ont découvert que j'avais une tumeur dans ma jambe. C'était pas cancéreux, mais c'était une tumeur dans l'os qui faisait que mon os était beaucoup plus fragile. Ce qui fait que, tu sais, très jeune, à ce moment-là, tu sais, j'ai jamais mis les pieds sur une pente de ski. Tu sais, je faisais pas de sport. C'était trop dangereux en soi de le briser. Puis ce qui arriva finalement, c'est qu'à un moment donné, je pense que j'ai dû tomber, puis ça a probablement craqué. Puis après ça, à 9 ans, un moment donné, en marchant tout bêtement, ma jambe elle a cassé en deux, complètement. Ce qui fait qu'après ça, s'en est suivi beaucoup de procédures. J'ai été hospitalisée pendant 9 semaines. J'ai manqué beaucoup d'école. J'avais une enseignante à l'école. J'ai passé 3 ou 4 mois dans un plâtre du nombril jusqu'au pied. Puis ça. J'avais 9 ans. Puis à partir de ce moment-là, je me souviens à l'école déjà que je pouvais pas faire beaucoup de sport. C'était plus difficile en éducation physique. Puis il y a cette pression-là souvent avec les jeunes de, si t'es pas bon en sport, le monde, il t'aime pas. Puis là, ben, après cette première fracture-là, ce qui arrivait, c'était que l'os restait très fragile. Il y avait souvent des micro-fractures. J'ai eu des opérations. Fait que de 9 ans jusqu'à 16 ans, mais j'étais de façon périodique, en chaise roulante ou en béquille ou avec une canne. Puis là, mais quand tu as un enfant avec une canne, c'est sûr que c'est mal perçu par les amis. Très mal perçu. En se référant à ses différentes aspirations professionnelles, on reconnaît à Mélissa Saint-Louis une créativité riche et débordante. Son parcours élogieux et inspirant se concrétisera au courant de sa carrière. Je pense que ça a été un exutoire. J'ai peint, je dessinais beaucoup, j'ai écrit beaucoup de poésie très jeune. J'ai gagné un concours de poésie en 3e année. Je pense que c'est mon cerveau parce que, je suis venue plus tard, puis on pourra y revenir, mais je suis revenue plus tard à savoir que j'avais un profil neurodivergent aussi. Fait que je pense que ça vient vraiment expliquer cette pensée en dehors de la boîte-là, constante. Là, le cerveau en popcorn qui part de tous les côtés puis qui trouve plein de choses créatives à faire. Donc oui, ça a toujours caractérisé la personne que j'étais. Puis c'est sûr que quand j'ai pas l'espace pour être créative, je me meurs un peu à l'intérieur chaque fois.
Poussée par la curiosité de connaître d'autres secteurs, l'insatiable Mélissa va porter son choix dans la gestion des ressources humaines. C'était vraiment un peu hasard parce que pour de vrai, je me suis cherchée, j'ai tout fait, puis c'est ça, je parlais avec l'équipe tantôt. Puis je disais, tu sais, j'ai commencé au cégep, j'avais étudié en cinéma. Je me suis perdue, j'ai fait un DEP en esthétique, j'ai été artiste maquilleur pendant plusieurs années. J'ai été étudiante en communication, je suis retournée à l'université pour être prof d'art. Finalement, bon, quand j'ai vu l'état de la situation et les grilles salariales, j'ai fait comme, bon, ben j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui veulent le faire, mais je pense que j'ai pas assez la flamme pour tout ça. Puis par pur hasard, en fait, je me suis retrouvée dans un cours en ressources humaines, puis j'ai vraiment adoré. Je me suis sentie à ma place pour la première fois depuis longtemps. Fait que j'ai poursuivi là-dedans. Fait que j'ai fait mon bac en gestion des ressources humaines, puis après ça, ben, continué ma carrière de là, mais dans des angles toujours très différent de ce qui est généralement prescrit dans un parcours en ressources humaines. Ce domaine va d'ailleurs lui assurer une carrière enrichissante, expertise en dotation, puis en développement et transformation organisationnelle. Moi, je pense qu'il n'y a jamais de plafond quand tu veux être curieux puis que tu veux te développer. Il y a des gens qui sont bien dans leur spécialisation, puis ça, c'est parfait. Il y a des gens qui sont bien dans l'expansion. Moi, je suis bien là-dedans. Je suis pas bien quand je me cantonne dans un seul sujet, mais je sais que j'ai la rigueur et la capacité à chaque fois d'amener les choses jusqu'au bout dans les meilleures pratiques. Fière de ses prouesses et dans sa recherche continuelle des opportunités stimulantes, elle va parallèlement alterner travail et maternité. Hélas, cela va créer un épuisement professionnel et en 2019, notre imperturbable Mélissa sera perturbée. C'est ça, c'est en 2019 que ça faisait un bout que ça allait pas. J'ai eu ma fille que j'adore de tout mon cœur, mais je m'attendais pas à ce que... Quand tu as un enfant, souvent ils vont parler du mommy brain. Mais le mommy brain, il est jamais parti. Il est arrivé puis il est jamais parti. Puis en fait, puis on va le voir souvent avec les profils de personnes neurodivergentes qui ont des diagnostics plus tardifs, c'est que à un moment donné, tu es capable de compenser toute ta vie, puis il se passe un événement, quelque chose qui fait que tout d'un coup, l'équilibre va basculer. Puis à ce moment-là, c'est ça qui est arrivé pour moi. Donc, la charge mentale d'avoir un enfant, plus les responsabilités au travail, l'hypercompensation, puis moi qui mène tout toujours à fond la caisse, ça fait que, c'est ça, je me suis ramassée tout droit dans le mur avec un épuisement professionnel, mais je comprenais pas pourquoi j'avais un épuisement. En intégrant dans son esprit cette nouvelle réalité, Mélissa Saint-Louis réalise combien son bagage en transformation organisationnelle et ses apprentissages sur les principes de la neuroinclusion avaient une valeur ajoutée dans le domaine de l'inclusion. Donc, quand on parle de profil neurodivergent, c'est le mouvement de la neurodiversité, puis tout ce qui entoure ce discours-là est quand même très récent et en discussion, en évolution tout le temps. Mais de façon générale, dans le consensus qu'on va inclure comme profil neurodivergent, c'est les profils comme l'autisme, le TDAH, les profils dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, le syndrome Gilles de la Tourette, la douance aussi. Quand on recroise la douance avec d'autres profils, on peut parler de profils de double exceptionnalité, donc de 2 exceptions à une norme. Puis après ça, bien, dans les discussions, il y en a d'autres profils des fois qui peuvent être inclus aussi. Donc c'est toujours en mouvement, mais pour mon cas, en fait, c'est à travers ces sphères-là que je m'inscris. Puis c'est ça, donc je consultais à ce moment-là, puis j'essayais de comprendre pourquoi ça allait pas. Puis, tu sais, je travaillais pas 80 heures par semaine. Donc, ce qui fait que tu n'avais pas encore entendu parler de la neurodivergence? À ce moment-là, non, je le comprenais pas de cette façon-là. Ce qui a fait que quand mon psychologue, à ce moment-là, m'a mis la puce à l'oreille de « Écoute, je pense que tu devrais investiguer X, Y, Z. » Fait que j'ai dit, OK, ben je vais investiguer X, Y, Z. Puis là, j'ai été lire là-dessus. J'ai googlé, j'ai été lire le DSM, qui est le manuel diagnostique au niveau psychiatrique. J'ai tout lu ça. Puis là, je sais, psychiatrique, c'est un gros terme, mais c'est juste pour définir l'ouvrage qui inclut tous les diagnostics en santé mentale, autrement dit. Ce qui a fait qu'au début, pour de vrai, j'ai fait comme je me reconnais pas. Je me reconnais pas là-dedans, mais j'avais besoin de réponses. J'ai pris un rendez-vous en clinique neuropsychologique, j'ai fait tous les tests et les évaluations, puis l'hypothèse de mon psychologue s'est avérée tout à fait vraie. Ce qui a fait qu'après ça, j'avais des réponses, j'avais une compréhension de pourquoi, finalement, j'étais en épuisement. C'est parce que j'étais toujours en train d'hyper-compenser des situations de handicap invisibles que je ne savais pas que j'avais. Puis quand on est toujours en train de hyper compenser sans outils ou sans savoir comment, mais ça peut amener à ça éventuellement. Il y en a qui s'en sortent bien, puis il y en a qui c'est plus difficile.
Ce qui fait que j'ai, après ça, recommencé à faire de la recherche, mais faire de la recherche beaucoup plus axée avec aussi des personnes qui étaient concernées. Des femmes neurodivergentes qui parlaient de leurs expériences, de la documentation scientifique, qui allaient aussi chercher l'apport de ces personnes-là dans la recherche. Tout à fait. Et en 2021, tu décides de faire le grand pas. Exact. Fait qu'avec tout ça, c'est ça, j'avais ce besoin d'advocacy très, très fort que je trouvais pas ma place pour pouvoir le faire. C'était à ce moment-là encore très tabou. Je dirais honnêtement, là, en 3 ans, là, le chemin qu'on a fait au Québec sur le discours social par rapport à la neuroinclusion me fascine énormément parce que je trouve qu'on a fait une grosse avancée, là. Mais c'était très tabou, donc d'en parler. Quand j'en parlais, si je faisais des entrevues pour un nouvel emploi, tu sais, tout d'un coup, on dirait qu'il y avait un troisième œil qui venait de me pousser dans le front, là, tu sais, ça marchait pas, puis j'avais ce besoin-là d'authenticité aussi. Ce qui fait que finalement, écoute, en plein cœur de la pandémie, mon poste avait été coupé. J'ai eu l'opportunité d'être prise en charge avec le Centre d'entrepreneuriat parce que j'avais cette idée-là de pouvoir partir d'une entreprise avec ce moteur d'advocacy sociale-là très fort pour faire changer les choses au niveau de la neuroinclusion parce que j'avais vu cette discrimination-là en œuvre, je l'avais vécue, puis j'avais vécu les difficultés qu'il y avait autour de ça. Fait que j'ai été me greffer après ça aussi d'un certificat en coaching professionnel pour avoir les outils d'accompagnement, plus tout le bagage en développement organisationnel qui fait que j'avais toutes les bonnes pratiques pour amener avec cet angle-là de l'inclusion. Notre héroïne va prendre du recul afin de prendre soin d'elle. Elle revient en force en 2021 en faisant cette fois-ci le grand saut entrepreneurial. C'est difficile quand tu te lances dans quelque chose qui est nouveau au Québec. Nouveau au Québec. Parce que quand on regarde en Angleterre, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui font ce que je fais. C'est complètement différent. Ils sont, je pense, 10 ans en avance là-dessus. Mais en bout de ligne, tu te sens validé parce que l'idée en soi, quand tu en parles et que le monde ne comprenne pas, ben, tu as l'impression que tu expliques que tu ne sais pas si les gens vont adopter cette vision-là du monde du travail. Donc, oui, c'est vraiment juste une validation en soi qui fait que, après ça, j'ai eu le feu pour continuer encore plus fort puis de me dire, bien, il y a du monde qui y croit, j'ai le droit d'y croire. Mélissa Saint-Louis décide ainsi de déconstruire les stéréotypes liés à la neurodivergence et de souligner la beauté qu'apporte le paradigme de la neurodiversité au monde contemporain. L'inclusion, je le vois vraiment comme une posture par défaut où on est curieux de l'autre plutôt que d'avoir peur de l'autre, ou ce qu'on reconnaît qu'on a des biais inconscients, ou ce qu'on reconnaît qu'on ne connaît pas la vérité de l'autre en tout temps, puis que justement, c'est en étant curieux qu'on est capable d'inclure l'autre dans toutes ces différences plutôt que dans ce qu'on pense qu'il est autre. Tu sais, quand on parle de diversité puis d'inclusion, on a souvent ce discours-là de les personnes issues de la diversité, ou... mais en fait, la diversité, c'est tout le monde. C'est sûr que c'est très polarisé et polarisant de la façon dont c'est instrumentalisé dans les médias. Puis c'est sûr que tout changement au niveau de ce qui est sociopolitique va engendrer des remises en question ou des résistances. C'est une gestion du changement qu'on essaie de faire ici. Puis la gestion du changement, il y a des étapes, il y a des résistances, il y a des personnes qui vont être early adopters, des personnes qui vont adopter le changement plus facilement, plus rapidement. Puis à travers tout ça, il y a tout le spectre de personnes qui se situent entre les deux. Puis quand on a peur du changement, mais c'est sûr qu'on est dans une posture plus réfractaire, mais ce qui arrive, c'est que c'est ça, il faut arrêter de le voir comme la diversité étant l'autre. Il faut voir la diversité comme faisant partie de notre écosystème. C'est la biodiversité en soi, mais on est dans un système qui a été normé, qui a été construit autour d'une spécificité où est-ce que justement ça exclut des personnes. Fait que si on voit l'inclusion comme la norme de référence plutôt que comme l'autre, bien on revoit le dialogue et on revoit la perspective de comment est-ce qu'on crée un environnement plus inclusif ou comment est-ce que j'ai une posture plus inclusive quand l'autre peut être authentiquement lui. Elle fonde Candea, lance le podcast intitulé Les Neurodivertissantes et cofonde Nuance en 2023 avec sa complice Fran Delhomme, évoluant dans une posture d'avocatie sociale. La première entreprise que j'ai créée en 2021, qui était Candea, en fait, était très axée sur la marque employeur et le recrutement inclusif. Puis je le voyais comme un cheval de Troie pour parler de neuroinclusion, mais comme je ramène à ce moment-là, on parlait très peu de neuroinclusion, c'était très tabou, puis j'avais très peur à ce moment-là. Il y avait un facteur de peur dans... Je bâtis une business avec le plan A qui est très sécuritaire dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. En me disant, j'espère pouvoir parler de ça aussi, mais si ça ne marche pas, tu sais, il y a cette notion-là aussi quand tu pars à ton compte qu'il faut que ça réussisse, que tu puisses soutenir ta famille. Puis finalement, bien, ce qui est arrivé, c'est que c'est vraiment l'aspect neuroinclusion qui a vraiment bien fonctionné.
contre toutes mes attentes, mais avec tout le bonheur que je pouvais avoir par rapport à ça, parce que je pouvais vraiment faire avancer ce qui me tenait franchement à cœur. Puis c'est là que, pendant ces années-là aussi, je collaborais beaucoup avec ma partenaire Fran de façon très officieuse. Puis on s'amuse à dire qu'on avait un styleship, un relationship très informel professionnellement. Puis on collaborait tellement qu'on a dit, tu sais quoi, on va s'incorporer ensemble. On s'est mariés professionnellement. J'aime utiliser l'image parce que pour être marié aussi, c'est quasiment plus de travail s'incorporer que de se marier. S'incorporer à deux. Puis on a voulu créer cette nouvelle entité-là qui était vraiment axée neuro-inclusion dans toute son intersectionnalité pour faire aussi la différence entre tout ce qui est marque employeur, puis vraiment axée dans la compréhension collective de ce que nuance est. Qu'on a créé là, maintenant l'année dernière, qu'on peut dire, maintenant qu'on a changé d'année. Sentiment? Fierté, beaucoup. Beaucoup de fierté, beaucoup de gratitude parce que Fran, c'est une partenaire d'affaires absolument incroyable, que j'apprécie de tout mon cœur. Puis être à deux, c'est différent que d'être toute seule. Pour avoir un autre regard sur notre invitée, Mélissa Saint-Louis, cédons la place au miroir. Mélissa Saint-Louis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté vraiment de partager ce moment avec nous. Durant tes propos aujourd'hui, tu as parlé beaucoup de ta fille, tu as parlé de ta mère qui t'a beaucoup soutenue dans ton enfance, tu as parlé aussi de ton ami Fran. S'il fallait faire un bilan de tout ce que tu as enduré jusqu'à aujourd'hui, on commencera avec ta mère. Penses-tu qu'elle soit fière de toi? Je pense que c'était sa fête hier. Ça, c'est le bout que tu fais pleurer le monde, là. Non, mais sérieusement, je suis très privilégiée d'avoir les personnes autour de moi, d'avoir... c'est ça, tu sais, j'ai marié quelqu'un qui m'aime beaucoup, j'ai eu une fille formidable, j'ai eu des parents qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours backée, tu sais, puis que... Je me souviens, quand je me suis lancée à mon compte, mes parents m'avaient écrit une carte. Ils sont très cartes, mes parents, là, puis j'ai pris ça de eux aussi, mais c'est une carte pour, comme, tu sais, bon nouveau commencement dans ta vie, puis... Fait que ce soutien-là, ça vaut tout l'or du monde, puis je pense que surtout quand on travaille en inclusion, puis qu'on veut faire de l'advocatie sociale, il faut comprendre que tout ça, c'est des privilèges qu'on a pour pousser pour tous ceux qui l'ont pas non plus. Fait que oui, j'ai vécu des situations très difficiles qui font que, je pense, me permet d'avoir une plus grande empathie. Parce que l'empathie, c'est toujours quand on est capable de se revoir dans les yeux de l'autre, tu sais, mais d'être capable de voir ça aussi comme, oui, des défis, des épreuves, mais ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, puis je ne changerais pas ça non plus. Et qu'est-ce que tu dis à ta mère? Je lui dis merci. Je lui dis merci. Merci d'avoir fait les choix de... Tu sais, il y a des personnes dans leur vie qui ont des moments où... qui n'ont pas nécessairement toujours, justement, le soutien, puis qui décident de faire autrement pour leurs enfants. Puis c'est ça qu'elle a décidé de faire. Elle a décidé que sa famille, ça serait à l'image qu'elle voulait. Fait qu'elle nous a toujours supportés contre vents et marées. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, dans tout ce que je fais au quotidien, puis la même chose pour mon père aussi, mon père qui faisait un travail avec un impact social très grand, qui je sais, a fait beaucoup d'efforts au niveau du droit des femmes, du temps où il travaillait dans les syndicats toute sa carrière. Puis que moi, aujourd'hui, bien, de continuer ça, de reconnaître ces privilèges-là, de reconnaître les difficultés, mais de faire mieux pour ma fille, pour la prochaine génération. Puis je pense que si chaque personne réussit à comprendre que même si c'est difficile, on peut faire autrement, c'est là qu'on va changer les choses, tranquillement, pas vite. Tout à fait, c'est là qu'on va changer les choses. Parlons justement de ta fille, puisque tu viens de souligner, tu te souviens quand même d'un trauma qui t'a marqué avec ton abnégation de vouloir défendre ta fille, mais quelque chose qui a été traumatisant, dont tu t'en souviens encore. Mais, tu sais, ma fille, tu sais, quand on parle d'inclusion, puis qu'on parle de situations de handicap, qu'elles soient visibles ou invisibles, il y a plein de choses aussi, des fois, qu'on ne soupçonne pas. Puis ma fille, quand elle était petite, elle avait des allergies alimentaires très sévères. Ce qui fait qu'elle n'a pas pu commencer la garderie avant qu'elle ait 2 ans. Parce qu'elle était allergique au lait et aux arachides. Fait que, tu sais, du lait, les enfants, ils sont badigeonnés là-dedans quand ils sont petits. Puis, par oral, ils se mettent tout dans la bouche. Fait qu'elle réagissait tout le temps à tout. Fait qu'on fasse très attention. Fait que, tu sais, tout ça, trouver une garderie qui l'incluait
de façon proactive et sans la mettre à l'écart, sans la... C'est ça, il y en avait beaucoup que je voyais qui voulaient la mettre à l'écart parce que, mais j'étais comme, c'est pas la vie pour un enfant, puis elle l'a pas choisi, ça, tu sais. Fait que tout ça, ce stress-là avait rajouté beaucoup à cette charge mentale-là de, tu sais, il fallait que je cuisine tout, il fallait que je lise tous les ingrédients à l'épicerie tout le temps, puis tu sais, c'est ça, quand tu sais pas que tu es neurodivergent puis que tu n'as pas nécessairement les outils, c'est beaucoup de stimulation autour de toi. Fait que tout cet épisode-là, jusqu'à ce qu'on est très, très, très chanceux, elle les a perdues, ces allergies-là, aujourd'hui, mais l'inclusion, c'est par rapport à mon enfant, avec une situation de handicap invisible qui était les allergies alimentaires, parce que les gens diminuaient beaucoup en disant, ben c'est pas grave. Ou, puis moi, je suis comme, non, c'est parce que j'ai 2 épipènes sur moi en tout temps pour elle. C'est pas grave. Ben non. C'est sérieux. C'est sérieux. Il faut prendre des choses différemment. C'est ça. Est-ce que tu penses être une personne différente? Je pense que tout le monde est différent comme tout le monde. Je pense qu'en bout de ligne, il y a cette forte pression à adhérer à une norme socialement établie où est-ce que justement la différence elle est moins bien acceptée, mais en bout de ligne, c'est ça le paradoxe de l'inclusion. On est tous et toutes plus différents qu'on est identiques, mais on a tous et toutes beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui devraient nous diviser. Tout à fait. On a tous les mêmes besoins, les mêmes... C'est ça. Je suis d'accord. Aujourd'hui, tu t'affirmes, tu te bats pour faire valoir une cause, pour faire reconnaître une cause, la neurodiversité, la neuroinclusion, tout ce qui vient autour, tout ce qui vient avec. Est-ce que tu penses vraiment que cette contribution est valorisée à sa juste valeur? Par les personnes qui y croient, oui. On parle de quelque chose qui est nouveau dans la compréhension commune aussi, en ce sens où il y a beaucoup de stéréotypes associés. La façon dont c'est véhiculé dans les médias, c'est très mal véhiculé dans les médias. Il y a beaucoup de stéréotypes qui sont cristallisés à cause de ça, ce qui fait que quand on en parle, bien, il faut toujours avoir le bon angle pour sensibiliser parce que sinon les gens vont dire, bien, c'est pas grave ou tu sais, ça paraît pas vraiment parce que l'hypercompense ou parce qu'on ne voit pas qu'il y a vraiment une difficulté interne, que c'est comme si c'était moins valide. Fait que d'amener les gens à comprendre quelque chose qui est invisible, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, puis c'est quelque chose qui se fait avec beaucoup... On ne fait pas en claquant des doigts, mais ça prend beaucoup de doigté. Il faut imaginer la chose. Oui. Alors, s'il fallait que tu t'adresses aux décideurs, ça sera quoi? Ça serait de comprendre qu'on ne peut pas tout savoir. Puis que chaque personne est propriétaire et expert de sa réalité. Fait que si quelqu'un a un besoin, puis quand je dis qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent en bout de ligne dans ces besoins-là, mais les besoins pour une personne qui a une situation de handicap invisible vont varier de la majorité des personnes. C'est pour ça qu'on parle de neurominorité, on parle de personnes en situation de handicap qui sont une minorité marginalisée, mais à l'intérieur de ça, ces besoins-là sont tout à fait valides, même si on ne voit pas tout l'effort qu'il y a derrière. C'est comme quand moi, j'étais jeune, puis qu'on ne voyait pas tout l'effort que ça me prenait pour me déplacer avec des béquilles, me déplacer avec une chaise roulante parce qu'on ne comprenait pas l'effort physique. C'était quand même un peu plus facile de le comprendre parce qu'on voyait que j'avais un outil autour de moi, que maintenant, quand on essaye d'expliquer que, bien, s'il y a des difficultés au niveau d'une mémoire de travail, tu as bien beau dire à la personne, souviens-toi-en, c'est pas de même, ça fonctionne. Fait que de comprendre qu'on ne peut pas tout savoir, puis qu'il faut être le plus possible curieux et ouvert à ce que la réalité d'une autre personne soit différente de celle qu'on puisse concevoir. Une belle façon de Juste ça, c'est primordial. D'accord. Tu nous as parlé de Franck qui est ton mari professionnel. J'aime bien quand tu dis ça. S'il fallait que tu passes un message à Franck sur tout ce parcours que vous avez enduré ensemble, que lui dis-tu? Franck, c'est sûr que je lui dis merci, merci, parce que quand tu t'associes avec quelqu'un, là, tu vois tous les côtés de la personne. Les bons côtés comme les moins bons, là, tu sais, puis d'être avec quelqu'un où on peut être 100% authentique l'une envers l'autre, en tout temps, sans jugement, c'est une chance inouïe que j'ai jamais eue dans un cadre professionnel de toute ma vie. Puis de voir qu'on peut justement, tu sais, faire des affaires autrement, qu'on peut montrer la voie aux autres, comme quoi que tu peux être entrepreneuse, puis briser le moule aussi, puis que c'est correct. Tout ça, ça vaut tout l'or du monde, puis c'est ça,
en bout de ligne, on rit avec l'histoire de mariage corporatif, mais c'est vraiment parce que c'est un gros contrat. Puis après ça, ben, on passe tellement de temps ensemble que c'est ça. Tu vois tous les bons côtés, les mauvais côtés, comme avec, avec quelqu'un avec qui tu serais quotidiennement sur le plan personnel aussi. Là. Alors, face à tout ce combat, s'il fallait, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, écoute, honnêtement, c'est la question où est-ce que je me dis, dans la vie, tout arrive pour une raison. Fait que, il y a des fois où je trouve que je pense pas que je le ferais, mais je pense que je m'assurais à chaque fois d'apprendre mieux. Dans le sens où des fois, on se crée des barrières, on se crée des limites qui n'ont pas réellement raison d'être. Puis on peut vivre une situation qui nous prouve le contraire. Mais on continue des fois d'avoir peur quand on a quelque chose qui nous a prouvé qu'il n'y avait pas raison d'avoir peur de X, Y situation. Fait que de mieux apprendre justement de ça pour c'est ça, gérer le caractère plus anxiogène de l'entrepreneuriat. Je suis quelqu'un qui souhaite beaucoup plaire, qui souhaite toujours réussir, qui veut, qui met tout son cœur, tous ses efforts. Fait que si, par exemple, j'ai l'impression que quelqu'un risque de ne pas apprécier ou que j'ai l'impression ou que je vois que ça correspond juste pas, d'être capable de dire non, d'être capable de mettre des limites, de voir comme je suis pas une personne méchante parce que j'ai mis une certaine limite. Ces apprentissages-là, je pense, mais c'est beaucoup plus introspectif, hein, en bout de ligne, c'est pas... Le reste, je l'aurais pas changé parce que ça te permet d'apprendre plein de choses. Mais des fois, c'est juste d'apprendre un peu mieux sur des choses... Ouais. Mélissa Saint-Louis, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Merci. Merci d'être cette diversité qui fait l'exception. Un moment que j'ai vécu vraiment dans un de mes beaux moments entrepreneuriaux, c'est il y a 2 ans, quand j'ai gagné Ose entreprendre. Je me suis rendue jusqu'au national. Puis là, ce qui est arrivé, en fait, c'est que quand j'ai gagné, je ne m'attendais pas à gagner. Je pense que quand tu y vas à ces genres d'événements-là, personne ne s'attend à gagner. J'étais dans le fond de la salle. C'était une très grosse salle à Québec pour le gala. Puis quand ils ont annoncé que j'ai gagné, je suis partie en courant jusqu'à sur la scène. Fait que là, rendue sur la scène, j'avais plus de souffle. Fait que là, essaye de faire un speech puis de dire devant des milliers de personnes, puis des milliers de personnes qui t'écoutent à la maison ce que tu as envie de parler de ton entreprise puis pourquoi tu l'as créée. C'est ça, j'avais plus de souffle. Donc, Anaïs Favron, qui était l'animatrice, qui me dit très gentiment respire, c'est important. Puis moi, de lui répondre effectivement, sinon on meurt. Devant tout le monde. Puis s'en est suivi un fou rire nerveux que j'arrivais plus à arrêter. Tu sais, un petit genre devant tout le monde. Puis là, j'étais plus capable. Puis j'ai l'impression que ça a duré une éternité.